c'est Martin Luer, qui est des États-Unis. On a quand même deux microchirurgiens qui est à San Diego, qui va revenir, hein, j'espère, parce qu'on a aussi un autre microchirurgien qui est parti à San Diego, qui est Frédéric Cole, qui lui ne revient pas. Mais bon, ça, c'est un peu dommage pour la France. Martin, je présente. Martin est donc, en fait, il est chez moi, comme vous pouvez le constater. Donc, il est à San Diego. Il est assistant hospital universitaire en anatomie. C'est un très brillant anatomiste. Et je pousse tout le monde ici à vraiment soutenir des gens comme Martin qui vous fait les dessins au tableau que je vous ai montrés de façon remarquable pour l'enseignement de la chirurgie. L'anatomie, c'est fondamental, l'enseignement de la médecine. Et ça serait bien que nos étudiants sachent un peu plus d'anatomie que ce qu'il y a dans le petit Larousse médical illustré. C'est un peu plus super. Donc, on va voir c'est notre équipe, hein, c'est l'équipe de Pompidou et de celle de Cochin, avec une approche qui n'a pas vraiment changé par rapport à ce que Michel nous a présenté. Martin, on t'écoute et on posera ensuite des questions pour les deux pour savoir comment on approche les choses. Martin? Allô, allô? Allô, Houston? On voit Oui, Martin, vous mais on m'entendez? ne l'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Veuillez m'excuser. vous L'idéal, m'entendez ça ou serait. pas? Oui, on pourrait couper votre vidéo parce que la bande passante est très très faible. Coupez votre vidéo, Juste s'il le vous plaît. son. D'accord. Non, ouais. Je ne vois plus votre présentation, Par par contre, on ne voit contre. plus ta présentation là. Tac, tu peux nous la Et remettre. là, c'est bon, vous la voyez ou pas? Bon, c'est C'est parfait, parfait. merci. Impeccable. Parfait. Alors, Madame la Présidente, Messieurs les coordinateurs, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie de chirurgie, chers collègues, donc c'est pour moi un plaisir de vous présenter les résultats de notre série dans le service de chirurgie plastique de l'hôpital européen Georges Pompidou. Et vous pouvez voir dès à présent sur cette diapositive que c'est un travail collaboratif puisque le centre de référence Sarcome est à l'hôpital Cochin, dans le service du professeur Enract et du professeur Bio, avec qui on collabore depuis 5 ans maintenant, et qui, vous le voyez, implique finalement beaucoup de chirurgiens seniors du service de chirurgie plastique. Et on a également une partie de prise en charge de ces patients avec le service de chirurgie vasculaire, et comme l'a montré le professeur Germain, puisque ces sarcomes peuvent envahir notamment les structures vasculaires et qui peuvent nécessiter des reconstructions avec des pontages. Et puis, nous avons des cas, quelques cas avec le service de chirurgie thoracique du professeur Ali Fano pour des sarcomes exceptionnels de la paroi thoracique dont je vais dire quelques mots. Alors, en guise d'introduction, je ne vais pas revenir sur tout l'historique de la prise en charge des sarcomes, mais aujourd'hui, comme l'a montré Michel Germain précédemment, eh bien aujourd'hui, les reconstructions, qu'elles soient microchirurgicales ou non, dans la prise en charge des sarcomes pour les séquelles d'exérèse est aujourd'hui bien établie. Et donc, à tel point que dans les recommandations de bonne pratique pour la prise en charge des sarcomes, normalement, il faut un chirurgien plasticien et un chirurgien vasculaire lorsque ces sarcomes vont envahir les structures vasculaires. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter cette activité pluridisciplinaire qui est multisite entre Cochin et l'HEGP sur la prise en charge de ces sarcomes dans le centre de référence donc des sarcomes de Cochin. Alors, pourquoi reconstruire les parties molles dans ces exérèses finalement tumorales de sarcome? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, ça va être d'assurer la couverture cutanée, puisque va y avoir une perte de substance qui va être créée après l'exérèse. Deuxièmement, un comblement, puisque ces tumeurs, vous l'avez vu sur le diaporama précédent, eh bien, elles sont volontiers très volumineuses. Et dans certains cas, elles peuvent avoir finalement envahir des structures fonctionnelles qu'on va pouvoir reconstruire avec des techniques de chirurgie plastique. Alors, dans certains cas, puisque les exérèses peuvent être plus larges avec des couvertures, eh bien, elles peuvent éviter la radiothérapie. Et puis, dans la majorité des cas, le but ultime, ça va être de réaliser donc, une chirurgie conservatrice des membres qui aujourd'hui est bien établie. Et il faut éviter à tout prix l'amputation dans la prise en charge de ces malades qui vont diminuer la qualité de vie, bien sûr, de ces patients. Alors là, c'était une diapositive pour vous montrer finalement le risque topographique de ces tumeurs. Et vous voyez ici, donc en marron,
sur le schéma, c'est le sarcome. Alors, vous voyez ici en 1, en bas à droite, eh bien, le sarcome peut se trouver donc, en superficie, en sus facial, donc ce sont les sarcomes superficiels. Et puis, le reste, eh bien, ça va être les sarcomes dits profonds. Et vous voyez, ben, ces sarcomes profonds peuvent envahir les structures osseuses. Ils peuvent parfois refouler les structures vasculaires. Et là, par chance, vous voyez, il existe des fascias sur le plan anatomique qui peuvent protéger les structures vasculaires, mais parfois, les sarcomes peuvent les envahir. Dans certains cas, nous avons une interposition de tissu mou au niveau des sarcomes qui va permettre donc une exérèse large sans lésion des structures nobles. Et parfois, vous voyez ici également en 3, eh bien, ces tumeurs peuvent se développer et refouler les structures sans les envahir. Et le plus souvent, c'est ça, les sarcomes vont refouler les structures et ce ne sont pas vraiment des cancers qui vont envahir les structures nobles. Alors, je vais vous présenter, avant de vous présenter les données caractéristiques démographiques et oncologiques et chirurgicales de la série, je vais vous présenter quelques techniques pour savoir de quoi on parle. Et là, par exemple, vous voyez donc l'imagerie préopératoire, l'IRM, qui montre chez un homme de 74 ans un ostéosarcome extrasquelettique avec un envahissement osseux qui a eu de la radiothérapie, enfin, qui n'a pas eu de radiothérapie pardon, en préopératoire et qui va présenter là 2 problèmes majeurs, un problème de couverture cutanée et un problème aussi de reconstruction osseuse puisque le chirurgien oncologue orthopédiste avait décidé de resséquer une baguette osseuse pour acquérir les marges. Donc là, vous voyez la chirurgie qui va se faire en double équipe avec l'équipe de chirurgie plastique qui va présenter le lambeau. Ici, on a fait le choix de prélever un lambeau de grand dorsal qui sera prélevé dans sa version perforante puisque le muscle ici apporterait trop de matériel pour la perte de substance et le comblement n'est pas vraiment le problème. Et puis, ce lambeau, ce prélèvement va permettre de prendre la pointe de la scapula pour renforcer la consolidation osseuse. Et donc, vous voyez ici le prélèvement microchirurgical de ce pont dorsal en version perforante avec son pédicule, son artère savelle et puis ce lambeau qu'on appelle composite avec donc, le morceau de scapula qui va permettre donc de reconstruire la partie osseuse de l'ulna qui a été resséquée. Donc, vous voyez ici la vue péropératoire avec la vidéo, avec un branchement artériel sur l'artère brachiale en terminolatéral et un branchement veineux en terminoterminal sur la veine brachiale. Donc, voici les résultats avec la consolidation osseuse obtenue et puis le patient donc, cicatrisé avec une photo ici à 6 mois post-opératoire. Un autre cas intéressant également, donc là, il s'agissait d'un homme de 33 ans qui présentait une tumeur maligne des gaines nerveuses, qui a eu de la radiothérapie préopératoire et qui avait eu une résection inappropriée dans un autre centre antérieurement et qui avait nécessité donc une reprise chirurgicale en raison d'un réajustement du diagnostic. Et là, allait se poser donc un problème de couverture, de comblement et de fonction, puisque vous allez le voir sur la photo péropératoire, le biceps a été resséqué et une partie du muscle brachial antérieur a été resséquée. Et donc là, sur la stratégie de reconstruction, a été décidé d'un lambeau pédiculé cette fois-ci de grand dorsal, puisque on est dans cette indication, avec ici la transposition du muscle grand dorsal qui va être fixé ici à la coracoïde, et puis la partie musculaire distale du grand dorsal qui va être suturée ici en paletot sur la jonction myotodineuse distale des moignons qui restait après chirurgie. Et donc, vous voyez ici un résultat à 6 mois post-opératoire avec donc, bien sûr, le nerf du grand dorsal avait été conservé qui permettait donc d'avoir ce résultat fonctionnel en post-opératoire. Un autre cas, un homme de 63 ans qui présentait un sarcome indifférencié de grade 3 de face externe de cuisse, pas de radiothérapie préopératoire, et vous voyez encore une fois une exérèse large qui va nécessiter donc une couverture. Et vous voyez ici donc sur la photo le repérage en fait en échographie Doppler péropératoire et en Doppler à main à l'aide d'une sonde Doppler qui va nous permettre de repérer un peu les vaisseaux perforants de la région. Et donc, finalement, on s'est concentré sur les vaisseaux perforants de la région médiale du genou. Donc, ici, vous voyez le pédicule perforant issu de la branche géniculée descendante. Donc, c'est un lambeau géniculé médial perforant qu'on va disséquer en hélice. Donc, là, il faut bien vérifier pour ces lambeaux pédiculés disséqués jusqu'en profondeur
le pédicule pour éviter tout kinking, hein, tout twist et tout kink du pédicule qui compromettrait la vitalité du lambeau. Et donc, une fois que le pédicule est bien libéré comme un lambeau libre, eh bien, on va pouvoir assurer la rotation du lambeau et la fermeture du site donneur. Alors, un des avantages de ces lambeaux, finalement, par rapport aux autres techniques, puisqu'on aurait pu envisager éventuellement de faire une cicatrisation dirigée, puis une greffe, mais finalement, vous voyez que le lambeau permet, sur cette zone fonctionnelle de flexion du genou, eh bien, de restaurer toutes les qualités, les propriétés mécaniques de la peau apportées par le lambeau et qui vont permettre donc un résultat fonctionnel tout à fait satisfaisant. Un autre exemple, femme de 48 ans, myxofibrosarcome de la face interne de la cuisse, radiothérapie post-opératoire, et qui, dans ce cas, vous allez voir, le sarcome est assez volumineux et il va présenter cette fois-ci deux problèmes, un problème de couverture et un problème de comblement. Vous voyez ici le temps d'exérèse avec une reconstruction très simple pour assurer une stabilité minimale du genou. Bien évidemment, cette patiente aura une attelle en post-opératoire pendant 6 semaines en attendant la fibrose des tissus. Et vous voyez ici la reconstruction qui avait été décidée pour cette volumineuse perte de substance, d'utiliser donc l'abdomen comme site donneur avec un prélèvement d'un lambeau diète qui va être, vous allez le voir ici, donc anastomosé ici en terminal sur une branche collatérale de la poplité sus-articulaire et puis un branchement veineux terminolatéral sur la veine poplitée. Voilà le résultat post-opératoire immédiat et puis le résultat à distance. Et cette patiente, je vous l'avais dit, donc, aura de la radiothérapie post-opératoire et donc avec le lambeau en place. Un autre exemple, pour vous présenter donc un cas de sarcome chez une femme de 37 ans, un synoviolosarcome qui a eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie préopératoire et qui va présenter ici, vous voyez, un envahissement vasculaire des vaisseaux poplités. Et donc, finalement, la stratégie de reconstruction va nécessiter donc la couverture, bien évidemment, du pontage qui sera réalisé et un problème aussi de comblement du col poplité par l'exérèse qui va résulter d'une perte de substance notable. Donc là, on a choisi de réaliser un prélèvement à la face médiale de la cuisse et on aura une présentation tout à l'heure sur le PAP par ma collègue le docteur Charles qui va vous présenter donc les résultats de ce lambeau en reconstruction mammaire. Et donc ce lambeau, on peut tout à fait l'utiliser pour reconstruire d'autres pertes de substance au niveau du corps et on avait choisi ce lambeau donc avec un prélèvement ici à la face médiale de la cuisse. Vous voyez ici le lit d'exérèse avec la conservation ici du nerf fibulaire commun. La résection vasculaire, il y a une résection nerveuse du nerf tibial postérieur qui était envahi avec les vaisseaux, et puis donc la reconstruction vasculaire par un pontage en allogreffe cryopréservé faite par les chirurgiens vasculaires de la HEGP, l'équipe du professeur Julia avec qui on collabore pour cette activité. Et puis donc vous voyez ensuite, donc, une fois que l'exérèse est faite, la reconstruction vasculaire est faite, eh bien, les chirurgiens plasticiens peuvent venir terminer le temps opératoire avec la couverture. Et là, vous voyez encore un autre exemple de branchement de microchirurgical de ce lambeau-pape sur une branche collatérale de l'artère poplitée au-dessus, donc en amont de la suture vasculaire, et puis également un branchement veineux avec un dispositif de microanastomose mécanique. Vous voyez ici la petite bague qui permet de faire des microanastomoses veineuses mécaniques. Et voilà, donc le résultat post-opératoire immédiat et à distance. Alors, c'est pour vous montrer également donc, la prise en charge de ces sarcomes thoraciques assez particulière. Hein, on a quelques cas dans le centre de référence sarcome de l'hôpital Cochin. Aussi le cas ici d'un homme de 37 ans qui était une récidive d'un chondrosarcome thoracique, vous voyez, qui va nécessiter finalement l'exérèse de toute la paroi thoracique antérieure et qui va poser notamment problème de couverture avec l'exposition des structures nobles. Et donc, vous voyez ici l'exérèse de la pièce opératoire qui va exposer le foie au niveau de l'hypocondre-doigt, hein, organe thoraco-abdominal, sur la masse cardiaque. Et là, le péricarde antérieur a été envahi et pour obtenir les marges, eh bien, il a fallu le resséquer. Donc, on imagine dans ce cas que, eh bien, il va se poser le problème de la couverture et de la protection donc, des organes nobles. Et donc, vous voyez, c'était pour vous montrer qu'en chirurgie plastique, on pouvait finalement se balader partout dans le corps. Et c'est ça qui est intéressant dans notre spécialité, puisque c'est des images en chirurgie plastique. Voilà, quand on voit le cœur battant à cœur ouvert comme ça, ce n'est pas très fréquent pour les chirurgiens plasticiens.
Toujours est-il que ce patient a nécessité aussi une réparation pariétale avec ici une reconstruction avec une plaque de derme artificielle. Et puis là, rentre en action les chirurgiens plasticiens avec la réalisation d'un double lambeau pédiculé de transposition de grand dorsal, musculo-cutané cette fois-ci, pour assurer la couverture, vous voyez, de l'immense perte de substance qui a été greffée. Et vous voyez ici un résultat à 3 mois avec le patient qui était cicatrisé, mais toujours en réanimation, qui avait présenté un syndrome de détresse respiratoire aiguë en post-opératoire, qui a été résolutif. Et le patient, aujourd'hui, est sorti de l'hôpital et va bien. Alors, pour faire la transition, je vais vous présenter maintenant donc, les résultats chiffrés de cette série. Donc, c'est une étude rétrospective d'un élément monocentrique dans un centre de référence sarcome à l'hôpital Cochin. Et cette étude, eh bien, vous voyez, elle s'étale sur 5 ans. Donc, je vais vous présenter surtout les résultats microchirurgicaux, puisqu'il s'agit de microchirurgie. Et de toute façon, on est un peu tôt pour vous parler des résultats oncologiques, même si certaines études tendraient à démontrer dans la littérature que l'utilisation et le recours des lambeaux dans la chirurgie des sarcomes pourrait permettre d'augmenter la survie, mais ça reste encore à démontrer. Il y a quelques études qui sont sorties récemment et qui le démontrent. Donc, vous voyez, la population et l'âge moyen de 59 ans, IMC de 26. Et vous voyez ici donc, un taux de résection R0 de la population de 85% et des patients qui ont une radiothérapie préopératoire dans 34% et 21% des cas, une chimiothérapie. Et finalement, on se rend compte que la radiothérapie, ce n'est pas vraiment un problème quand elle a lieu en préopératoire, puisqu'en général, on les opère, ces patients, dans les 6 semaines après la radiothérapie. Et pour la microchirurgie, finalement, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, vous voyez dans cette série, 68% de lambeaux libres versus 32% de lambeaux pédiculés. Et vous voyez ici donc 80% de reconstruction immédiate et 20% de reconstruction secondaire. Donc, la taille moyenne des tumeurs resséquées, vous voyez en centimètres, quasiment 10 cm de moyenne, hein, donc des tumeurs quand même relativement volumineuses. Et vous voyez une majorité de sarcomes profonds, hein, je vous ai montré tout à l'heure dans le schéma, les sarcomes superficiels versus sarcomes profonds. Et puis des sarcomes de grade 3, donc de moins bon pronostic avec un risque métastatique, vous voyez, de 35% dans cette série. Alors, une localisation préférentielle au niveau des membres inférieurs pour les sarcomes, ce qui est compatible avec les données des grandes séries de la littérature. Hein, les sarcomes touchent préférentiellement les membres inférieurs à 60%, avec donc à peu près 15% et 15% localisation tronc et localisation membre supérieur. Alors, quels sont les lambeaux qu'on a le plus utilisés dans notre série? C'est le lambeau de grand dorsal, hein, le grand gagnant, plus de 33%, puisque ce sont les pertes de substances volumineuses et c'est le grand dorsal qui permet finalement d'apporter le plus de matériel. L'ALT vient en seconde position, hein, c'est un lambeau fiable, reproductible. Et puis, vous le voyez, des indications finalement de Dieppe qui vient en troisième position, à près de 12%. Et puis après, de façon plus anecdotique, hein, des lambeaux parascapulaires, des lambeaux génicules médiaux, des lambeaux inguinaux dans leur version perforante, et puis des lambeaux de grands fessiers, et puis vous voyez 15% d'autres lambeaux, comme des lambeaux de trapèze, par exemple. Alors, sur la stratégie de branchement dans notre série, vous voyez que finalement, pour les anastomoses artérielles, une majorité d'anastomoses terminolatérales qui permet de conserver, bien évidemment, les axes vasculaires au niveau donc, des membres, donc un branchement terminolatéral majoritaire, alors que pour les veines, finalement, on a souvent des veines collatérales. Et là, pour le coup, la stratégie de branchement, c'est plutôt en terminolatéral dans 80% des cas. Vous voyez des temps d'ischémie moyens pour ces lambeaux microchirurgicaux de 72 minutes. Avec un taux de transfusion finalement relativement faible, hein, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, et puis un temps de chirurgie moyen de 4 heures, de 4h30. Alors, concernant les artères receveuses, donc ça, je vous ai mis cette diapo, puisqu'on parle de microchirurgie. Au niveau de la stratégie de branchement et donc de l'artère receveuse pour ces lambeaux microchirurgicaux, eh bien, vous voyez que l'artère fémorale, finalement, est majoritaire, suivie de l'artère poplitée. Donc, on se branche plutôt sur des axes de gros calibre. Puis viennent l'artère tibiale postérieure, l'artère radiale, et puis après, vous avez des stratégies de branchement dès que c'est possible sur notamment les branches collatérales au niveau axillaire ou au niveau fémoral avec les vaisseaux circonflexes fémoraux latéraux.
Donc pour les veines, là, la stratégie de branchement est beaucoup plus hétéroclite, puisque vous voyez, on fait beaucoup plus d'anastomose terminale. Et donc là, on se branche souvent sur les branches collatérales au réseau artériel. Alors, concernant les complications toutes confondues, vous voyez que sur cette série, finalement, alors là, il y a une erreur, c'est une série de 138 patients, pardon. Sur ces 138 patients, vous voyez un taux de complications tout confondu de 72%, donc il faut bien prévenir les patients, c'est une chirurgie qui se complique énormément. C'est une chirurgie les complications se traitent très bien lorsqu'elles sont dépistées précocement et il faut s'en occuper. Vous voyez un taux de désunion de cicatrice de 52%, hein, malgré les lambeaux. Et puis un taux d'infection de site opératoire de 36%. Et vous le voyez quand même, ce qui arrive en tête de file quand même malgré tout, hein, si on fait la somme, c'est lymphocèle, lymphœdème, lymphorrhée, avec des exéreses finalement majeures qui vont finalement réaliser une obstruction acquise du réseau lymphatique et qui vont poser un certain nombre de problèmes, notamment lorsque vous avez des lymphocèles et des lymphorrhées qui vont durer en post-opératoire, qui vont aboutir à des lésions de cicatrices et puis à des infections de site opératoire. Donc tout est un peu lié. Donc vraiment, le lymphœdème, s'il y a quelque chose dans les années à venir, il faudra avancer sur cette piste pour diminuer le taux de complications majeures dans cette chirurgie des sarcomes. Mais bon, ça reste compliqué, notamment sur le plan anatomique, cette chirurgie lymphatique. Concernant les complications microchirurgicales, vous voyez un taux de complication donc, de 9% de thrombose artérielle, un taux de 6% de thrombose veineuse, donc les thromboses artérielles sont plus fréquentes, et puis un échec de l'embolie de 7%, vous voyez quand même malgré tout, et puis un échec de l'embolie pédiculé de 7% également. Donc vous voyez, 3 échecs de l'embolie. Martin, s'il vous plaît, vous êtes maintenant à plus de 20 minutes de conférence. Eh ben, je conclue. On est limité. Vas-y, conclue. Donc, c'était pour vous montrer qu'il y a plus de complications dans le groupe lambeau pédiculé versus lambeau libre et qu'il n'y a pas de différence en termes de résultats microchirurgicaux entre les reconstructions immédiates et différées et qu'il y a plus de complications dans le groupe sarcome profond que sarcome superficiel. Donc là, en conclusion, la reconstruction par lambeau après chirurgie d'exérèse et sarcomission est une stratégie efficace et indispensable dans la prise en charge de ces sarcomes pour la conservation des membres. Il y a une incidence élevée de complications post-opératoires, mais qui reste facilement traitable. Et puis, tous les patients ont acquis une cicatrisation définitive avec une moyenne de 75 jours. Je vous remercie pour votre attention. Bravo pour cette belle présentation et on a le temps, si Monsieur le Président de session nous l'autorise, à 5 minutes de questions. Des questions pour les 2 sujets sur les sarcomes. Il y a plusieurs mains qui se lèvent dans la salle, donc vous aurez plusieurs questions. Félicitations à l'orateur pour sa très belle présentation et qui montre bien l'importance de la synergie entre le chirurgien plasticien et le chirurgien du sarcome. Et j'avais un commentaire et une question à lui poser. Le commentaire, c'est: nous avions présenté ici il y a quelques années à l'Académie notre expérience acquise à Marie-Lalonde, puis dans mon service à Foch, de reconstruction pour sarcome de la paroi thoracique, et où majoritairement les lambeaux musculaires de grandeur sale ou musculo-cutanés étaient le choix principal. Toutefois, dans certains cas, le lambeau libre doit être envisagé et fait. Alors ma question, c'est: est-ce que, avec votre grande expérience des lambeaux libres, de grandeur sale en l'occurrence, vous avez des éléments prédictifs de la viabilité? Parce que dans la reconstruction, une grande perte de substance dans la paroi thoracique, l'étanchéité est fondamentale, donc l'échec d'un tel lambeau libre pose problème. Voilà ma question. Alors, je vous remercie pour votre question. Nous, là, dans la série, bon, je l'ai passé vite à la fin, mais en fait, on a beaucoup plus de complications avec les lambeaux pédiculés qui sont finalement d'une réalisation technique assez difficile, puisque en fait, le modelage va être difficile. Le fait d'effectuer la rotation, il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas du tout de plicature du pédicule. Et en fait, on se rend compte en pratique, souvent l'arc de rotation est assez faible, etc. Donc là, pour les reconstructions thoraciques et plutôt pour votre question, quand c'est des lambeaux fiables, notamment le lambeau de grand dorsal, là, le lambeau pédiculé, le grand dorsal dans sa version pédiculée est vraiment très très fiable, pas de souci.
là, vous avez vu, j'ai montré les exemples. Quand on fait des lambeaux pédiculés sur les membres, notamment le lambeau géniculé médial, qui est quand même relativement fiable, mais dès qu'en fait, si vous voulez, on décide de réaliser des lambeaux perforants sur des perforants de plus petit calibre, là, il faut plutôt préférer un lambeau libre microchirurgical. Donc, en définitive, je dirais, voilà, pour la reconstruction de l'appareil thoracique, effectivement, le grand dorsal, avec son arc de rotation, c'est l'indication parfaite en lambeau pédiculé avec une grande surface de couverture. Vous voyez, finalement, pas de complications s'il n'y a pas d'erreur technique. Mais effectivement, pour le reste, il vaut mieux privilégier un lambeau libre. Vaut mieux faire un lambeau libre bien exécuté techniquement qu'un lambeau pédiculé qui va être un peu juste et qui peut finalement se compliquer en post-opératoire avec des désunions et des expositions du site opératoire. Une autre question dans la salle? Question technique et des indications. Dans les cas de grosses pertes de substances thoraciques et abdominales que tu as présentées comme le dernier cas, est-ce qu'il y a encore de la place pour les techniques préconisées par le professeur Jean-Marie Servant, technique de chausson? C'est-à-dire que, voilà, il faut impérativement garantir la couverture, notamment dans le cas de substances thoraciques et abdominales. Et donc, c'est une technique que certains peut-être ne connaissent pas, c'est-à-dire on prélève le grand lambeau libre d'abord, en premier temps, branché près du site receveur, et secondairement, 15 jours après, on fait la résection large, tumeur, et d'utiliser le lambeau déjà transféré sur sa vascularisation pour couverture de la perte de substance. Est-ce que pour vous, il y a encore de la place de cette technique? Alors, oui, alors, dans la série des sarcomes, on n'a pas eu d'indication posée, puisque, mais par contre, dans le service, il y a eu un cas qui avait été réalisé pour une reconstruction abdominale complexe. Donc, oui, c'est possible. Je dirais que la place, elle reste quand le pédicule finalement receveur est peu fiable, quand on a des sites finalement receveurs d'une stratégie de branchement qui va nécessiter peut-être des plastiques vasculaires, peut-être des pontages, etc. Et donc là, oui, effectivement, il faudra sécuriser le temps microchirurgical et effectuer une chirurgie en 2 temps, c'est-à-dire s'assurer, effectivement, donc attendre 5 jours, faire la stratégie de branchement microchirurgical et ensuite, effectivement, faire l'exérèse et puis déployer le lambeau pour qu'il soit à sa place. Mais là, pour le coup, vous avez vu dans le cas dans la reconstruction. Oui. Martin, chers collègues, on est obligé de s'arrêter. Il faut avancer. J'ai promis, il y a 2 collègues de Brest qui ont des trains dans peu de temps. Il faut s'arrêter. Madame la... Merci beaucoup. Bravo. Hein.